bonsoir, bienvenue au talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Georges Tron, secrétaire d'État à la fonction publique. Georges Tron, bonsoir. Merci d'être là. Vous revenez d'un débat harassant à l'Assemblée nationale où la réforme des retraites a été votée, mais le combat va recommencer au Sénat le 5 octobre. Recommencer ce matin, au Sénat. Nicolas Sarkozy a dit qu'il était prêt à des ajustements sur cette réforme. À quels ajustements? Est-ce que vous en savez davantage? Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher? On voit très bien comment le texte est construit. Heureusement, vous me direz, après 2 mois, 3 mois. Et on voit bien que les grands principes sont arrêtés. C'est-à-dire les mesures d'âge, le recul de l'âge d'ouverture des droits, le recul de l'âge du taux plein sont des dispositifs qu'on ne peut pas toucher. Ça veut dire que contrairement à ce qu'a suggéré le président du Sénat, Gérard Larcher, on ne reviendra pas sur le départ à la retraite à taux plein à 67 ans et non pas 65 ans pour personne. C'est une mesure qui est une mesure structurante du texte. Il faut savoir que l'âge du taux plein, qui est en fait 62 ans, oui, mais l'âge à partir duquel, quand on n'a pas des trimestres, on n'a plus de décote, c'est-à-dire 65 ans, c'est une mesure structurante. Sur cette mesure-là, se joue à 15 ans à peu près un tiers du financement de la réforme. Il faut le savoir. Deuxième observation, c'est une mesure qui est justifiée parce qu'en réalité, elle est beaucoup plus dirigée sur des catégories de personnes qu'aucun commentateur ne voit. Pour dire les choses plus facilement et plus simplement, en réalité sont concernés notamment des gens qui ont commencé à rentrer très tard dans la vie active, parce qu'ils ont fait des études plus longues, qu'ils ont donc des carrières beaucoup plus riches, à tous les sens du terme, et quand ils partent, ils ont des pensions beaucoup plus denses. Alors, ça concerne aussi des gens qui ont des carrières qui sont des carrières hachées, oui, mais ça les concerne de moins en moins. Qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là, même si effectivement cette population est en diminution à cause du changement des mœurs, du fait que les femmes s'arrêtent moins de travailler? C'est exactement ça. Alors qu'est-ce que vous faites pour eux? Il y a pas mal de mesures. Si je devais résumer un seul point, on a vraiment cherché la formule pour essayer de résumer au mieux cette idée-là. Les femmes, puisque vous les avez évoquées, ont des carrières qui sont des carrières interrompues, mais interrompues de moins en moins et interrompues qu'à l'occasion des naissances. Oui. À l'occasion de ces naissances, on leur apporte, depuis de nombreuses années, mais tout ça est maintenu dans le texte, des trimestres qui viennent naturellement s'ajouter, et non pas se remplacer, mais s'ajouter à leur déroulement de carrière. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, les femmes disposent du même nombre de trimestres que les hommes. La différence, et elle est fondamentale, c'est qu'en revanche, ces trimestres sont des trimestres qui sont moins riches pour les femmes parce que leur rémunération est moins importante que pour les hommes. C'est à ce problème-là qu'on s'attaque. Comment ? On s'y attaque de 2 façons. D'une part, dans le texte directement, en sanctionnant assez lourdement, c'est 1% de la masse salariale potentiellement, aux entreprises qui ne cherchent pas à ajuster la rémunération des femmes et celle des hommes. C'est une vraie sanction financière. Et puis on s'y attaque en second lieu en mettant en place, notamment dans la fonction publique, des nouveaux dispositifs que nous présenterons prochainement pour que les salaires des femmes rattrapent ceux des hommes. D'accord. Un de nos internautes voudrait savoir pourquoi vous n'alignez pas la retraite des fonctionnaires sur la base des 25 meilleures années comme pour le privé, et il vous demande si vous assumez votre rôle de sous-ministre des privilégiés, c'est son expression. Je ne me sens pas sous-ministre. Et je ne sens pas les fonctionnaires privilégiés. Donc j'assume très bien. Sauf que le régime ne sera aligné, le régime des fonctionnaires ne sera aligné qu'en 2013. En fait, vous refilez le bébé à vos successeurs. C'est pas un très joli cadeau. Pourquoi sera-t-il aligné en 2013 ? Parce que c'est la date qui est inscrite dans le projet. Non, le régime de la fonction publique ne sera pas aligné par rapport au régime du privé sur les 25 meilleures années ou les 6 mois, puisqu'on maintient le principe des 6 mois. Et si on le maintient, c'est parce que les pensions qui sont servies dans la fonction publique sont d'un montant exactement équivalent, ou à peu près exactement équivalent à celle du privé. Le vrai différentiel qui existait entre les deux, c'était le fait que vous ayez un taux de cotisation pour la retraite qui soit inférieur de près de 3 points dans la fonction publique par rapport à ce qu'il est dans le privé. Et donc, on aligne ce taux de cotisation, mais non pas d'ici 2013, mais d'ici 2020.
D'accord, donc c'est encore pire. Mais oui, mais c'est le bon chiffre quand même. Encore pire. On parlait tout à l'heure de la nuit agitée et de la journée agitée qu'il a suivie à l'Assemblée. Devant ce spectacle, François Bayrou a dit « tout le monde débloque en même temps ». Est-ce que, en termes de gestion humaine et politique, Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée, a été habile en arrêtant le flot des questions socialistes? Alors, Bernard Accoyer n'a pas été habile, il a été excellent. Bon. Voilà. Ça lui fera D'accord, plaisir. oui, ça lui fera plaisir. Et honnêtement, je ne suis pas un intime de Bernard Accoyer, il m'est même arrivé d'être en bisbille avec lui. Il a été excellent. Et je vais vous dire pourquoi il a été excellent. Parce que l'opposition se moque de nous. Et je vais vous dire pourquoi elle se moque de nous. Depuis que Nicolas Sarkozy a été élu, on a vraiment décidé de faire un geste à l'égard de l'opposition. Et même pas un seul, mais plusieurs. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a offert, il n'y a pas d'autre mot, la présidence de la Commission des finances à l'Assemblée nationale à un membre de l'opposition. Ça a été Didier Migaud, c'est aujourd'hui Jérôme Cahuzac, qui sont d'ailleurs deux personnes éminentes et en même temps très sympathiques, mais on leur a offert. Puis, on s'est dit, le mardi et le mercredi, lors des questions d'actualité, on va donner à l'opposition la possibilité d'avoir autant de questions à poser que la majorité, ce qui ne s'était jamais fait. C'était toujours proportionnellement au groupe. Bref, vous leur avez fait un tas de... On leur a fait deux cadeaux. Et puis le troisième cadeau qu'on leur a fait, je viens au vif du sujet, on a dit que sur les textes qui allaient être votés, pour éviter l'obstruction parlementaire, on allait donner à l'opposition plus de temps de parole. Ce qui fait qu'Éric Woerth et moi-même, dans les 10 derniers jours, quand on avait 10 minutes de temps de parole, il y en avait 6 qui étaient consacrés à l'opposition, et nous répondions donc 6 fois sur 10 à l'opposition. Et là-dessus, l'opposition, malgré tout, qui ne dit jamais merci pour tout ça, a trouvé le moyen de détourner le règlement qu'Accoyer avait mis en place pour justement éviter l'obstruction, pour faire de l'obstruction. Accoyer a dit, c'est pas normal. Et il a arrêté ça. Il a eu parfaitement raison. D'accord. Il n'y a pas que l'opposition qui ait manifesté son hostilité au texte. Vos amis vilpinistes se sont abstenus lors du vote final. C'est pas un vote négatif. Oui, ça aurait pu être pire. Est-ce que vous en êtes expliqué avec eux? Oui, bien sûr. Mais j'ai eu, avec mes amis vilpinistes, des discussions approfondies sur ce sujet. En réalité, ils étaient sur une logique un petit peu différente. Eux, ce qu'ils auraient souhaité, c'était qu'on allonge la durée de cotisation plutôt que d'allonger l'âge d'ouverture des droits. Et pour avoir l'équivalent de ce que nous rapporte le recul de l'âge d'ouverture des droits, il aurait fallu prolonger la durée de cotisation jusqu'à 47 annuités. Autrement dit, dans l'extrême logique de ce qu'ils défendent, il aurait fallu rallonger de 6 ans la durée de cotisation. Vous voyez, aujourd'hui, une majorité dire aux Français, on va rallonger l'âge d'ouverture des droits à 47 ans, c'est impossible. Donc en réalité, on a la prolongation de la durée de cotisation par l'intermédiaire d'un rallongement qui se fait progressivement jusqu'en 2020. On recule l'âge d'ouverture des droits et on trouve un texte qui est en fait très équilibré. Donc c'est un malentendu technique et pas du tout politique, contrairement aux apparences. Ah mais je suis souvent... Non, je ne vais pas me dissimuler. Il y a bien des sujets, mais depuis toujours d'ailleurs, qui n'empêchent en aucun cas l'amitié profonde que j'ai pour Dominique, et d'ailleurs pour mes amis également, ça n'empêche pas qu'entre nous, depuis toujours, on a des vraies controverses. L'avantage des amis qui entourent Dominique de Villepin, c'est qu'on est libre. Villepin réussit à maintenir autour de lui la liberté d'expression. C'est très bien. Alors justement, Dominique de Villepin, il s'est encore montré très critique ce matin sur France Inter sur un autre sujet qui est l'expulsion des Roms. On va l'écouter. Quand vous voyez que le gouvernement américain, l'ONU, la Commission européenne, l'ensemble des pays européens, les médias internationaux condamnent cette politique de la France, je dois avouer que je ne me réjouis pas de voir la situation dans laquelle nous sommes. Vous partagez cette tristesse? Pas du tout. Je ne la partage pas du tout. Je crois que le problème ne se pose pas comme ça. La vérité concernant les Roms est d'une toute autre nature. Il s'agit, en respectant les règlements européens, de renvoyer en Roumanie des femmes et des hommes qui viennent en France parce que notre système social est beaucoup plus avantageux que celui des autres pays, qui s'y installent de façon illégale, qui sont l'objet d'une condamnation par les tribunaux, car c'est toujours sur la base d'une condamnation par les tribunaux qu'ils sont ensuite expulsés, et qui sont expulsés avec un pécule de 300 €, je dis ça de mémoire, pour qu'ils rentrent chez eux. La France est le seul pays qui le fait. Alors, on a, l'année dernière, accordé à peu près, je dis ça de mémoire, 122 000 autorisations long séjour en France. On a approximativement 80 000 personnes qui sont naturalisées. Nous maintenons un régime social pour les étrangers qu'aucun pays comparable au nôtre ne leur offre. Sur cette base-là,
comme nous voulons maintenir ce système, nous avons le devoir, pas simplement le droit, mais le devoir d'être exigeants et vigilants. Si la France, parce qu'elle est attractive, ne signifie pas qu'on doit respecter les lois et les règlements chez nous, autrement dit, ne pas s'installer quand on veut, où on veut, si on le veut, dans ces cas-là, ce n'est plus la République. Donc là, il y a un clair désaccord entre amis, pour reprendre votre expression. Alors, très clair désaccord, que j'ai déjà exprimé, et qui me permet de redire d'ailleurs, avec toute l'amitié que je porte à Dominique de Villepin, que la tribune qu'il avait écrite au mois d'août, c'était le 22 ou le 23 août, était une tribune que je n'ai pas comprise. D'accord. Autre sujet de désaccord éventuel, Dominique de Villepin n'approuvait pas le fait que l'UMP paye pour Jacques Chirac dans l'affaire des emplois dits fictifs de la mairie de Paris. Est-ce que vous comprenez ces réserves? Là, c'est autre chose. Il s'agit de savoir si l'UMP, qui est le mouvement qu'a fondé Jacques Chirac, a porté sa contribution à une forme de sentence arbitrale. Non, je trouve, je comprends, là sur ce sujet-là, je comprends que Dominique de Villepin, qui n'est pas dans cette situation-là, ait pu émettre des réserves. Là-dessus, je n'ai pas le moindre désaccord ou critique à émettre, mais cela dit, l'UMP a bien fait de manifester à l'égard de Jacques Chirac sa volonté de... Mais c'est pas un problème politique, ça, c'est une question de sensibilité personnelle, je n'ai pas de commentaire politique à faire là-dessus. Toute petite dernière question politique, celle-là. Si Dominique de Villepin est candidat en 2012, vous votez pour lui? Non, ça ne se passera pas comme ça, parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Le président de la République dira le moment venu s'il est candidat ou pas. Et il le dira en son âme et conscience. Par définition, la formation politique qui le soutient, depuis des années et à laquelle j'appartiens, le soutiendra. Et donc, moi, mon souhait, il est très simple, c'est que Dominique de Villepin accepte de prendre la part énorme qui doit être la sienne dans la formation politique qu'est l'UMP. Dominique de Villepin pense que sa voix sera mieux entendue dans l'opposition que dans la majorité. Je fais le pari avec lui, et il le sait parce qu'on en parle souvent, il faut qu'il soit dans la majorité, qu'il soutienne le candidat de la majorité. Si c'est le président de la République qui est candidat, on sera tous derrière lui. Et si le président de la République ne l'était pas, c'est parce qu'il appartient à la majorité que Dominique de Villepin pourrait concourir pour le devenir. Mais c'est dans la majorité et non pas dans l'opposition que Dominique de Villepin doit s'exprimer. Eh bien, ça a le mérite de la clarté. Georges Tron, merci. Demain, l'auto qu'Orange Le Figaro recevra Hervé Novelli, secrétaire d'État au PME. Bonsoir.